En 2026, tout le monde veut faire de l'IA en Afrique. Les ministères lancent des stratégies en intégrant l'intelligence artificielle. Des startups intègrent toujours de l'intelligence artificielle pour faire des levées de fonds et avoir une certaine image. Les ONG veulent créer des chatbots IA. Mais le problème, c'est que tous ces projets vont probablement échouer en 18 mois. Je ne le dis pas pour être pessimiste, mais ça part d'une observation, de l'illusion qu'on a, n'est-ce pas, de l'utilisation de l'IA. Déjà, de manière générale, mais particulièrement pour l'Afrique. Et dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les 3 opportunités réelles de l'IA en Afrique et les 3 illusions dont on doit sortir pour ne pas tomber dans le piège du hype AI. Salut à tous, moi c'est Thierry Bahani, Vicile. Sur cette chaîne, nous parlons de plusieurs sujets d'IA, de data science, de product engineer, de business, de productivité, de mindset et surtout de business tech en Afrique. Si ces sujets vous intéressent, je vous invite à vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour être au courant de tout ce que l'on va publier dans les semaines à venir. Donc, commençons par les illusions parce qu'il faut commencer par ce qu'il ne faut pas faire avant d'attaquer ce qu'il faut faire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laisse-moi te poser une question. En Afrique, de manière générale, lorsque tu entends parler d'intelligence artificielle, qu'est-ce qui te vient en tête? Est-ce que tu penses directement à un chatbot IA? Est-ce que tu penses à un logiciel qui détecte les maladies, le paludisme? Est-ce que tu penses directement à des robots? Ou est-ce un assistant vocal dans une langue locale traditionnelle? Tout ça, c'est bien. Mais en réalité, tous ces projets nous font tomber dans l'illusion un peu de la hype de l'IA. C'est très intéressant au fond. C'est inspirant, mais derrière la plupart de ces projets, il y a un réel problème. On utilise l'IA parce que c'est une hype et pas parce que c'est une bonne solution à un problème précis. Ayant déjà fait du développement logiciel, un master déjà en intelligence artificielle, puis maintenant le management des systèmes d'information que je fais toujours en data science, quelque chose qui est très important que j'observe aujourd'hui, un modèle de machine learning, de deep learning ne sert vraiment à rien si au fond on n'est pas capable de résoudre un problème clair et d'avoir un business model clair derrière cette solution. Alors voilà les 3 pièges qu'il faut toujours chercher à éviter. L'illusion numéro 1, c'est lorsqu'on connecte un modèle comme GPT-4 sur un chatbot WhatsApp ou bien peu importe. Le problème, c'est que derrière, au fond, c'est juste une API, l'API de ChatGPT, d'OpenAI, qui est juste connectée à un WhatsApp Business pour répondre à des questions. Le problème avec ça, c'est que nous avons certes le meilleur modèle, peut-être le meilleur modèle du marché, mais le problème, c'est que ce n'est pas adapté au contexte africain. On n'a pas de données locales. Il ne connaît pas le contexte africain. En réalité, au fond, c'est juste du prompt engineering. C'est juste du prompting derrière, tout simplement. Et là, on se retrouve malheureusement avec beaucoup de réponses génériques, mais des réponses sur des études qui ont été menées aux États-Unis en 2019, sur un livre qui parle de l'agriculture en Angleterre, mais pas de données qui parlent d'une ville au Sénégal, d'une ville au Cameroun, d'un village, j'allais même le dire comme ça. Donc, l'agriculteur qui lui va poser des questions, par exemple, par rapport à la saison de pluie au Cameroun, par exemple dans le Nord Cameroun, ne va pas avoir une réponse adaptée à son contexte. Et malheureusement, dans ce cas, le projet va évoluer lorsque le financement de démarrage, l'argent qui a servi pour démarrer le projet va finir. Malheureusement, dans ce cas, le projet va mourir. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de 18 mois. Parce que là, ce n'est pas de l'IA appliqué au business. Non, ça c'est du AI washing, tout simplement. Et le problème avec ça, c'est que ça perd en crédibilité tout l'écosystème parce que ce n'est pas juste ton projet qui le fait, qui perd, parce que on a pris l'IA pour juste coller cette étiquette de IA, pouvoir faire une levée de fonds ou avoir un financement. Mais après, c'est tout l'écosystème qui est corrompu, qui devient de moins en moins crédible auprès de beaucoup d'investisseurs, de beaucoup de personnes. Et là, c'est dangereux, pas seulement pour ton projet, mais pour tout l'écosystème. Et là, c'est pas bien. Maintenant, l'illusion numéro 2, en réalité, c'est la qualité des données, ou du moins, on pense qu'on a des données, mais en réalité, on a juste des données sales, des Excel mal structurés, des données dispersées sous différents formats, très compliqués souvent à mettre en place et souvent très éparpillés. En data science, on utilise l'expression aussi garbage in, garbage out. Ce qui signifie qu'en réalité, lorsque tes données sont de mauvaise qualité, ton modèle de machine learning sera très probablement aussi de mauvaise qualité. Et en Afrique, le véritable problème n'est pas tant qu'il n'y a pas de données, c'est déjà la qualité des données, mais c'est surtout, je pense, le fait que ces données soient dispersées partout,
d'autres dans les ministères sous différents formats, dans des Excel mal structurés, d'autres dans des documents Word, d'autres sur des papiers dispersés entre plusieurs ministères, entre plusieurs agences, ce qui fait que même pour un simple problème, on va se retrouver à devoir chercher à collecter ces différentes données sur plusieurs endroits, puisque ces agences et ces ministères, dans la plupart des cas, ne communiquent pas entre elles. Si je te donne par exemple un exemple, imagine au Cameroun par exemple, tu veux faire une application ou bien un modèle qui est censé augmenter le rendement des cultures. Là, tu pars maintenant sur les études, tu vas avoir besoin peut-être des données météorologiques, des données sur le sol, sur les semences peut-être, et aussi peut-être sur l'historique des récoltes et tout. Le problème, c'est que toutes ces informations, pour les avoir, tu vas facilement sillonner sur 3 ou 4 structures. Par exemple, les données météorologiques, tu vas chercher quelle est l'agence qui gère ces données météorologiques. Ça, c'est de 1. Pour les types de sol, ou disons pour les semences, tu vas contacter l'agence. Je sais pas, par exemple au Cameroun, il y a l'IRAT, je pense, l'Institut de recherche agronomique. Par exemple, c'est là-bas que tu vas avoir des données par rapport au type de semences, qui je pense aussi est relié, je pense, au sol. Ensuite, de l'autre côté, pour les historiques de récolte, le système africain est particulier et je pense que c'est plus les coopératifs, souvent agricoles, qui seront les mieux adaptés pour répondre à certaines questions, avoir certaines données. Et malheureusement, toutes ces entités ne causent pas entre elles, ne communiquent pas entre elles et n'ont pas la même façon de structurer leurs données, leurs informations. Tantôt, on va retrouver des fichiers Excel, tantôt, on va retrouver des documents Word, tantôt, on va retrouver simplement des écrits sur des papiers. Et cette dispersion fait en sorte donc qu'on a un réel problème avec la qualité des données. Alors, qu'est-ce que cette situation va amener? Cette situation va tout simplement amener à ce que, au lieu maintenant, donc, comme tu as cette difficulté d'avoir ces données, tu vas tout simplement aller sur Google, trouver des données, je sais pas, sur des cultures américaines, françaises, allemandes, et tu vas développer ton modèle sur ça. Tu vas faire la démo devant un ministère, devant des investisseurs qui seront charmés parce que le modèle fonctionne sur tes exemples. Mais en pratique, ça sera pas le cas. On ne pourra pas réellement travailler avec parce que c'est sur des données qui ne sont pas contextuelles. Ce n'est pas dans le contexte, dans l'environnement où l'on veut le déployer. Et là, j'ai pris l'exemple de l'agriculture. Mais là, on peut l'appliquer partout, que ce soit en finance, l'environnement financier africain est particulier, que ce soit la logistique, c'est toujours particulier. Donc, la qualité des données, malheureusement, fait en sorte que si on ne fait pas attention à quelles données on choisit pour faire nos modèles de données, on se retrouve dans un problème que j'ai cité plus haut. La troisième illusion, c'est vouloir le dernier modèle LLM, alors qu'en réalité, tout simplement, une règle de gestion pouvait suffire. C'est ce qu'on appelle souvent le syndrome du marteau. Lorsque tu as par exemple un master en intelligence artificielle ou même un bachelor en intelligence artificielle, tu as toutes les informations, tu connais créer les modèles de machine learning, de deep learning. Tu es tenté de résoudre même le petit problème avec des modèles de machine learning, de deep learning avec 72 milliards de paramètres. Et le problème, c'est que dans beaucoup de cas, souvent, une simple règle de gestion peut faire l'affaire. Je prends juste un exemple, un truc d'agriculture comme on disait tout à l'heure. Supposons que on a des capteurs, je dis n'importe quoi, il y a des capteurs et on dit par exemple si le sol est sec, peut-être le sec va renvoyer à une information booléenne, peut-être qu'un capteur va renvoyer. Si le sol sec et que température ambiante égale est supérieure à 35 degrés, activez par exemple la fonctionnalité d'arrosage pour faire l'irrigation. Tout simplement, une règle de gestion pour ça suffit pour résoudre le problème. On n'a pas besoin d'un gros modèle de machine learning. Et c'est le plus gros problème lorsqu'on découvre beaucoup de grosses informations. On est tellement, j'allais dire intelligent et on n'arrive pas à dissocier donc ce qu'on doit obligatoirement injecter de l'IA de ce qu'on peut faire simplement. Parce que personnellement, j'ai observé beaucoup de documentaires qui parlaient des startups qui ont dépensé des millions sur du cloud computing pour faire tourner des modèles avec une grande puissance de calcul, tout ça, alors que des petites règles pouvaient tout simplement résoudre le problème. On a une solution plus cheap, plus simple et on dépense moins. Et surtout encore plus pour l'Afrique parce qu'en Afrique, le problème n'est pas la puissance de calcul. Le problème est souvent la connectivité, l'accès par exemple même à l'électricité, la maintenance, ce qui fait que si tu as besoin que ton modèle dispose d'une énorme capacité de calcul, doit être hébergé, doit être connecté à 100% H24, c'est déjà un gros problème dès le départ. Je pense sincèrement que l'IA utile en Afrique, ce n'est pas l'IA qu'on voit dans les séries, ce n'est pas l'IA qu'on voit dans les gros pitch decks, c'est en réalité l'IA légère, frugale, qui résout des problèmes précis, tout simplement. Maintenant que nous avons déjà vu ce qui ne marche pas, nous allons voir en réalité qu'est-ce qu'on peut faire
qu'est-ce qui est capable qu'on fasse avec des exemples concrets, des exemples de business model même. On va essayer de faire ça, de parcourir. Et on va voir qu'en réalité, au fond, l'IA peut être réellement utile et très intéressant pour le contexte africain, malgré l'environnement qui peut être compliqué. Nous allons aller donc avec 3 opportunités que je pense très intéressantes. La première opportunité, c'est l'agriculture. Je veux parler en termes de domaine. Je veux parler de l'agriculture intelligente. L'agriculture, dans la plupart des pays, c'est l'employeur principal parce que dans beaucoup de pays africains, subsahariens et je sais aussi beaucoup d'autres, 50% carrément de la population dépend de l'agriculture directement ou indirectement. C'est le secteur le plus important et je pense aussi que c'est le secteur où l'IA peut avoir un réel impact. Pas dans des chatbots qui répondent à des questions basiques. Quand arroser mes méthodes. Non, on est là sur des solutions qui peuvent aller du computer vision avec de bons algorithmes de deep learning et également des données, que ce soit satellitaires ou bien même avec des drones. Dans l'agriculture, on peut prendre par exemple 3 applications simples, ce sont des pistes de réflexion. Tout simplement par exemple d'utiliser le computer vision pour avoir des données via des drones ou via des satellites et utiliser le computer vision pour détecter par exemple des maladies qui pourraient se propager. Ça c'est une première application. La deuxième application, c'est d'utiliser des données, par exemple la météo, le type de sol, l'historique de récolte et beaucoup d'autres données pour pouvoir optimiser le rendement de la culture, avoir le rendement tout simplement, on voit plus et plus rapidement. Bon, plus rapidement, je ne sais pas. Je vais pas dire plus de bêtises parce que je suis pas ingénieur agronome, mais vous voyez déjà ce que je suis en train de vouloir dire. Et la troisième application, ça peut être par exemple dans des cas d'irrigation où on peut utiliser ça tout simplement pour avoir des sols irrigués, pouvoir arroser même lorsqu'il n'y a pas des pluies, pour pouvoir quand même avoir un cycle un peu régulier tout simplement. Et quelque chose qui est très intéressant et très important, c'est aussi de penser en termes de business model. Parce que dans ce cas, moi particulièrement, je trouve que le business model n'est pas d'aller adresser les clients en B2C directement, mais c'est d'aller en B2B et rencontrer principalement les coopératives agricoles. En Afrique, il y a beaucoup ce principe de coopérative agricole, surtout pour les agriculteurs et tout. Tu approches les coopératives agricoles, également les agro-industriels au Cameroun, par exemple la Seule Coton et beaucoup d'autres. Ce qui fait que vous approchez et vous vendez une solution qui permet d'appliquer ça sur plusieurs hectares de culture et non individuellement. Ce qui fait que le coût est drastiquement réduit parce que ça peut peut-être nécessiter au-delà du modèle, des objets connectés et tout. Et là, on réduit directement l'application à un groupe au lieu de faire ça et chercher à vendre ça tellement cher à une seule personne. Des boîtes comme Aérobotique en Afrique du Sud utilisent ça. Il y a aussi un projet Plan de Village au Kenya qui utilise l'IA pour détecter des maladies. C'est quelque chose qui est déjà en train de s'appliquer. Là, je présente la chose, mais je pense que dans la plupart des pays, il reste toujours beaucoup à faire. Donc, si vous voulez réellement aller dans l'application de l'IA en Afrique, c'est l'un des domaines les plus intéressants, l'agriculture. La deuxième opportunité de l'application de l'intelligence artificielle en Afrique, que je trouve particulièrement très intéressant, c'est pour le scoring de crédit alternatif. En Afrique, l'on sait déjà, le taux de bancarisation est très peu. Ce qui fait que beaucoup de personnes n'ont pas accès aux services bancaires basiques, notamment dans l'obtention du crédit. Ils ne peuvent pas avoir un score du crédit pour pouvoir demander un prêt à la banque pour lancer un projet, pour construire, etc. Lorsque tu as un CDI, c'est plus intéressant, c'est plus stable, tu as un compte bancaire, tu sais, la banque a une certaine confiance, ça va. Mais pour la majorité des personnes, du fait de ce faible taux de bancarisation, beaucoup ne peuvent pas avoir accès à ça. Ça, c'est un fait. Bon, il est très important de faire aussi la différence avec le taux d'inclusion financière. Mais là n'est pas le sujet. Là, on a déjà posé ça de côté. Maintenant, quelque chose qui est très intéressant, j'ai tout à l'heure parlé du taux d'inclusion financière qui, là, inclut l'utilisation des services, notamment les services mobile money, très populaires en Afrique. Ce qui fait en sorte que, étant donné que beaucoup de personnes possèdent normalement des smartphones, parce que le taux de personnes qui possèdent des smartphones est déjà assez élevé quand même. Ce qui fait que les personnes qui utilisent le mobile money régulièrement, ils le font pour acheter des données, ils le font pour leurs courses, ils le font pour différentes choses. Et avec ça, ce sont des données. Ce sont des transactions, ce sont des mouvements d'argent, ce sont des données comportementales qui peuvent facilement donner accès à un score de crédit, pas dans le paradigme traditionnel, mais c'est déjà intéressant. Je suis pas financier, mais vous voyez déjà où je veux en venir. Et dans cette situation, l'application de l'IA est très simple. L'IA vient tout simplement
analyser le comportement, n'est-ce pas, de chaque utilisateur, en voyant les patterns de rechargement, de dépenses. Et là, on est capable tout simplement d'avoir un certain profil de personnes en fonction de leurs habitudes de dépenses. Et dans ce cas également, le business model est toujours sur du B2B parce que tu vas aller tout simplement te diriger vers les microfinances notamment ou bien des banques, des assureurs. On vous propose une solution qui permet de pouvoir donner du crédit à ceux qui ne peuvent pas normalement dans l'ancienne méthode avoir du crédit, parce que n'oubliez pas, je pense que j'avais suivi ça sur un podcast ou bien dans un documentaire où on disait que les banques africaines sont en sur liquidité, donc du coup il y a beaucoup de liquidité et très peu de personnes qui prêtent. Donc en réalité les banques cherchent des personnes à qui donner de l'argent, mais bon, il faut quand même pouvoir rembourser. La banque veut quand même s'assurer que tu puisses rembourser, et c'est pour ça que le score de crédit est très important pour les banques, pour la méthode, on va dire traditionnelle dans notre cas. Et là, la révolution pourrait donc être du côté de mobile money. En réalité, je pense même que c'est une niche plus vaste que ce que je peux dire. Là, je donne une idée comme ça, mais je pense que c'est une niche très intéressante et je pense qu'il y a un très fort potentiel, pas juste au côté IA, mais vraiment même dans le domaine de la finance par rapport donc au score de crédit qui doit être adapté, je pense, au contexte africain. Et maintenant, la troisième application, donc une autre opportunité que je trouve assez intéressante également, c'est la logistique et le supply chain prédictif. Je vous explique. En Afrique, entre 30 et 50% des produits agricoles périssables sont perdus entre la zone où elle a été cultivée et le marché où il doit aller être vendu. Mais pas parce qu'on ne sait pas cultiver, mais le problème se trouve au niveau du transport. L'état des routes notamment qui est très mauvaise. On ne sait pas souvent où est la demande lorsqu'on récolte. Et là, je parle vraiment des agricultures moyennes. Bon, pour les grands groupes, généralement, c'est quand même très bien ficelé. Et là, l'application de l'IA, en réalité, elle est juste à deux niveaux. Nous sommes toujours dans l'optimisation de ce qui existe. Premièrement, c'est l'optimisation, par exemple, des trajets de route pour avoir le meilleur trajet le moins compliqué possible. Et deuxième élément aussi, c'est la prédiction, par exemple, des lieux où il y aura le plus de demandes par rapport donc à plusieurs autres paramètres. Là, c'est une idée vraiment qui me vient par la tête. Je vous avoue que c'est un truc qui est à creuser. Maintenant, comment le faire? Mais je pense que c'est un truc qui est possible avec des données et tout, et qui peut être très intéressant pour les agriculteurs. Et là donc, même système, soit du B2B, tu vends ça, des solutions comme ça aux grands distributeurs, aux grands groupes agro-industriels, ou bien tout simplement, je pense même aux agriculteurs simples, parce que ça peut être une solution qui n'est pas très lourde en ressources, une application mobile qui a juste un très bon modèle derrière et le tour est joué. Et l'avantage donc avec ça, je pense que de l'IA frugale même suffit, juste un petit algorithme de recommandation optimisé. Il y a des grandes entreprises comme Laurier Systems ou bien Kobo 360, je pense, qui le font, mais à grande échelle. Mais je pense qu'il y a toujours une opportunité de niche locale qui existe toujours pour nous. Alors, pourquoi j'ai dit tout ça? C'est parce que je pense qu'il est important de prendre souvent le temps de ne pas glisser sur la hype et prendre les mauvaises décisions, mais souvent analyser un réel problème, un réel besoin business. Parce qu'aujourd'hui, je pense que l'Afrique n'a pas besoin des derniers modèles, des dernières innovations, mais l'Afrique a besoin, je pense, de résoudre les petits problèmes du quotidien et d'arriver à un niveau. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur l'IA en Afrique. Tout ce que tu dois retenir, c'est que l'IA n'est pas magique, c'est un outil, et un outil qu'on doit utiliser tout simplement en fonction de notre contexte. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu as des avis différents, si tu penses que je n'ai pas raison sur un point, n'hésite pas de laisser un commentaire. Si tu veux nous partager des choses, n'hésite pas à le faire toujours en commentaire. Et n'oublie pas de liker la vidéo, de le partager avec tes amis et de t'abonner si tu n'es pas encore abonné, d'activer la cloche de notification. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Thierry. Ciao.